Les jeunes femmes aujourd'hui, elles ne veulent surtout pas qu'on puisse dire qu'elles sont féministes. Non, elles sont toutes pour l'égalité quand même. Elles sont toutes pour l'égalité, pour leurs droits, mais elles ne regardent pas d'où ça vient. Mais pendant la Révolution, les femmes qui ont participé à la Révolution, on les a appelées les pétroleuses après. Les femmes anglaises qui se sont battues pour obtenir le droit de vote, on les a appelées les suffragettes, de façon péjorative. On avait des camarades qui nous appelaient les Vierges Rouges à la CFDT. En 1919, les syndicats féminins participent à la création de la CFTC avec les syndicats masculins. Et cette existence des syndicats féminins qui ont été créés par des femmes, qui sont dirigés par des femmes, c'est vraiment une spécificité du syndicalisme chrétien. Alors évidemment, c'est dû à la tradition catholique de séparation des sexes, mais c'est aussi une volonté de rester entre femmes, parce que c'est extrêmement difficile de s'intégrer dans un fonctionnement avec une culture et des traditions essentiellement masculines. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans une société qui est très inégalitaire en fait, le syndicat offre un cadre pour les adhérentes et pour les militantes dans lequel elles peuvent échapper aux contraintes sociales qui sont imposées aux femmes. En 1935, en réponse aux attaques répétées du ministre du Travail contre le travail des femmes mariées, les militantes, autour de Madeleine Tribolati, arrivent au Congrès avec une position claire sur le travail des femmes. D'abord, elles rappellent que la place des mères est au foyer, mais elles revendiquent le droit au travail pour toutes les femmes à égalité avec les hommes. Alors, il y a un débat animé au Congrès, mais qui finalement accepte de se prononcer contre l'interdiction légale du travail des femmes. Alors, l'existence de syndicats féminins, ça a aussi permis la présence de femmes aux plus hauts postes de responsabilité dans les fédérations et à la Confédération. Mais en 1944, le Bureau confédéral décide de la fusion des syndicats féminins et des syndicats masculins. Alors cette décision, elle a été précédée de débats entre les militantes, parce que pour les unes, elles pensaient qu'elles avaient fait preuve de leur capacité, de leurs compétences, elles avaient obtenu le droit de vote à la Libération, et donc l'égalité était acquise. Elles pouvaient sans problème s'intégrer dans des syndicats mixtes et prendre toute leur place. Pour d'autres, en revanche, elles pensaient qu'il était absolument nécessaire de maintenir les syndicats féminins, parce qu'elles étaient persuadées que sinon, les femmes allaient disparaître des postes en responsabilité. Alors, pour tenir compte de ces inquiétudes, les statuts prévoient la présence d'une secrétaire générale adjointe à côté du secrétaire général de la Confédération et ils entérinent l'existence de la commission féminine confédérale. Alors à ce moment-là, Aimé Janté et Madeleine Delessert, qui ne me connaissaient pas, mais elles sont venues me dire, écoute, ce serait pas mal que tu rentres avec nous à la commission féminine confédérale, parce que maintenant, comme tu seras au Conseil confédéral, tu pourras quand même être le porte-parole au Conseil confédéral de ce que nous voulons faire à la commission féminine. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la commission féminine confédérale. Et là alors, nous avons découvert, tout ensemble, que les femmes qui étaient là, Simone Travaux essayait de les mobiliser, pas les mobiliser sur leurs droits, mais les mobiliser pour qu'elles aient le courage, elle leur faisait des sessions de formation, pour qu'elles aient le courage d'affronter les militants et de s'affirmer dans les sections syndicales, dans les syndicats, parce que les filles avaient tout un complexe d'infériorité, elles pensaient qu'elles n'étaient pas à leur place tout à fait, quoi. Alors, sous son impulsion, la commission va engager une réflexion de fond sur la place des femmes dans la société et l'élaboration d'une stratégie syndicale pour les femmes. On a regardé ce qu'il y avait dans les rapports confédéraux quand il y avait des congrès confédéraux, les rapports d'activité. Effectivement, il y avait des pages toujours réservées à la commission féminine, mais tout était sur la famille ouvrière. Et c'était les revendications des hommes pratiquement sur la famille ouvrière qui étaient prises en charge. C'était le salaire unique, c'était tout ça. Alors, en 1964, la CFTC devient CFDT et elle pose le principe de la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Le congrès de 70 supprime la commission féminine confédérale et l'obligation de réserver un poste de secrétaire générale adjointe à une femme. Alors, au motif que ça marginaliserait, en fait, les femmes et leurs revendications. Mais à ce même congrès, Jeannette Lahotte est la première femme élue au même titre que les hommes à la commission exécutive, et puis elle y restera jusqu'en 1981. Et peu de temps après son élection, en avril 1971, suite à la publication du manifeste dit des 343 salopes, Jeannette Lahotte engage le débat autour de l'avortement dans la Confédération. J'avais quand même fait un travail là-dessus, j'avais pris contact avec le planning familial, tout ça. Et puis quand il y a eu le manifeste des femmes qui ont dit qu'elles s'étaient fait avorter, qui a été publié dans le Nouvel Observateur, je crois, là j'étais à la commission exécutive. Je suis arrivée à la commission exécutive en disant, mais si c'est des problèmes privés, moi je peux signer. C'est pas la CFDT. Alors, on m'a dit, écoute, on va faire un travail dans l'organisation. Alors. Donc, nous sommes passés au Bureau national avec un rapport sur l'avortement. Ça a été très très difficile parce que le mot avortement même ne passait pas pour les hommes. Le terme sexualité et avortement, c'était des mots tabous dans l'organisation. Alors, le Bureau national valide l'adhésion de Jeannette Lahotte à titre personnel et en tant que membre fondateur au MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et là, c'est un vrai tournant idéologique pour la CFDT. Et elle devient la première organisation syndicale à agir pour l'abrogation de la loi de 1920 interdisant l'avortement. La loi Veil est promulguée début 1975 pour une durée de 5 ans. Alors la CFDT va continuer à mener campagne pour son adoption définitive et puis aussi pour le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Le droit à l'IVG, il est attaqué ici ou là et on sait bien que c'est un droit qui reste fragile. Donc la CFDT, elle s'est engagée dans le collectif national pour la défense de l'avortement libre et gratuit en Europe parce que c'est un droit qu'il faut continuer de défendre. Au congrès de Brest en 1979, la résolution générale inscrit le principe de mixité dans l'organisation et la volonté d'avoir une analyse mixte des réalités. Ce congrès de Brest, il a une résolution votée à plus de 90%, remarquable, hein, pour l'égalité homme-femme, pour le partage des tâches ménagères et je ne sais quoi encore. Mais pour la place du syndicat, il y a quand même le mot quota y est, et il faut un débat sur le quota. Et donc, il y a eu 3 ans de débat. Un grand débat qui s'est terminé en 82, congrès de Metz, par un quart de femmes au Bureau national, un tiers de femmes au Conseil national, et grande discussion, incitation aux fédérations, aux régions, aux syndicats à mixer leurs instances. Du côté des opposants, qui ont représenté à la fin un tiers, hein, les opposants, la première impression, il n'y a pas besoin de mesures spécifiques. Si les femmes ont la capacité de devenir des responsables, il ne faut pas créer un surnombre pour leur faire une place. Elles prendront leur place tout naturellement. Alors les arguments hypocrites, quoi. C'est trop tôt, toujours trop tôt dans ce cas-là. C'est trop tôt, oh plus tard, laisse-moi. Ou bien enfin, et ça ce qui se dit pas du tout, mais qu'on sentait quand même en discussion, oh là là, si on met maintenant des femmes dans ce débat, on va avoir moins de chances, nous, pour accéder à des postes de responsabilité. Ma place va être en cause. Voilà, c'est bon, des arguments qu'on connaît, puis à mon avis qui existe toujours un peu, hein, dit ou pas dit, mais ça existe toujours, ça. Alors, lors du congrès de 1982, Nicole Notal est élue à la commission exécutive. Et donc, elle va être la seule femme sur une commission exécutive de 10 membres. Prendre la mesure de ces inégalités et donc du chemin qui reste à parcourir pour parvenir à réaliser l'égalité professionnelle, s'approprier les nouveaux droits que constituent les lois Auroux et Roudy, comme étant autant de moyens mis à la disposition de l'action syndicale, tels sont les objectifs essentiels de cette journée.
Quelle amélioration pour les femmes quand le temps partiel, c'est le boulot de 5 jours fait en 4 jours avec une journée de salaire en moins par semaine. Quelle amélioration pour les femmes quand l'adaptation de la femme enceinte à son poste de travail entraîne pour elle une perte de salaire. En parallèle des pires conditions de travail faites aux femmes, reste, il ne faut pas l'oublier, la double journée de travail, reste bien sûr le boulot à la maison, la pression éventuelle d'un mari qui ne comprend pas toujours trop bien et qui reproduit parfois un peu l'attitude de la maîtrise ou du chef. Qu'un taulier sache découper une tôle à la porte-pièce, c'est une profession qui est reconnue comme telle, avec une qualification reconnue. Qu'une femme sache manier de minuscules éléments, les souder très précisément sous binoculaire, là, c'est pas une profession, c'est pas un métier, c'est une OS et elle est OS à vie. Au lieu de cantonner les femmes dans les tâches ménagères, et finalement le temps partiel est aussi une petite, je dirais un petit retour des femmes au foyer et au fait qu'elles sont les seules à s'occuper de ces problèmes-là. S'il y avait effectivement une réduction du temps de travail pour les hommes et pour les hommes et les femmes pourraient effectivement mieux vivre, s'occuper de leurs enfants. Les filles prenaient la porte si elles n'acceptaient pas de partir le soir avec le chef, quoi. Ou d'autres avaient des postes bien meilleurs au laboratoire ou tout ça si elles acceptaient, quoi. Aujourd'hui, 36 ans après, on a obtenu le rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes et l'intégration de ce rapport dans la BDES, qui est plutôt un progrès. Et pourtant, on observe toujours des difficultés d'appropriation de ce sujet par les équipes militantes. Alors 92, c'est une grande année pour les femmes, mais c'est une année charnière pour la CFDT. Nicole Notet est élue secrétaire générale de la Confédération. Et c'est la première fois qu'il y a une femme secrétaire générale d'une confédération syndicale en France. Avec la CFDT, soyez révolutionnaires, fabriquez le possible qui change le présent et qui façonne l'avenir. Entre 87 et 2004, la CFDT va organiser 6 événements qu'on appellera les actuels et qui rassembleront plus de 2000 femmes à chaque fois. On peine à laisser les hommes entrer dans les domaines qui nous sont traditionnels. La famille, le ménage, la cuisine, les soins aux enfants. Combien de femmes ne préfèrent-elles pas faire les choses elles-mêmes, plus vite et mieux? La notion d'égalité, c'est une notion politique, c'est une notion juridique, mais au fond, ça n'est pas une notion sociologique. La racine sociologique de l'inégalité a toujours été, et les anthropologues le disaient, mais on ne les lisait pas, un principe de partage sexué des grandes tâches humaines. On a eu droit au commando anti-IVG, on a eu droit au chemin de croix sur le parvis de l'hôpital, on a eu droit au commando devant des femmes qui venaient se faire avorter. Tout ça, c'est des choses qui sont insidieuses. Et si vous voulez, les pouvoirs publics ne se manifestent pas beaucoup dans ces moments-là. Il faut que ce soit vraiment nous, militants de la CFDT, qui avons ameuté la région, les instances, pour qu'au moment des commandos, il se passe quelque chose, pour que l'hôpital porte plainte. Alors, dans le monde du travail, ce qu'on constate, c'est que depuis 6 ou 7 ans, l'écart salarial ne bouge plus. Le pourcentage d'accession des femmes aux responsabilités ne bouge plus. Le nombre de femmes au chômage reste toujours élevé et reste toujours plus fort que celui des hommes. Et les phénomènes de précarité et de pauvreté touchent davantage les femmes aujourd'hui que les hommes. Donc, il me semble que nous sommes, dans le monde du travail, dans une phase de stagnation. À l'occasion d'Actuel en 1990, dans une table ronde, la CFDT exprime ses revendications sur le harcèlement sexuel au travail. Alors, elle demande une définition légale du harcèlement sexuel, une loi qui ne décourage pas les victimes de porter plainte, la condamnation des employeurs qui laissent faire et la condamnation évidemment des auteurs des faits. Et 2 ans plus tard, la loi va introduire dans le Code du travail la définition du harcèlement sexuel. Et depuis 2015, la Confédération fait de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail un axe fort de ses revendications.
La CFDT a organisé cette journée sur les violences sexuelles et sexistes au travail, en dehors d'ailleurs de toute considération d'actualité, parce que nous l'avions prévu de longue date, tout simplement parce que ces violences sont totalement incompatibles avec les valeurs que porte la CFDT. Depuis son origine, la CFDT s'est battue pour le respect des personnes, mais aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, nous le savons, nous sommes dans une société où la domination masculine fait que ces violences existent, sont fortes à l'égard des femmes, et c'est vrai aussi sur le milieu de travail. Au congrès de Rennes, la CFDT a bien sûr réaffirmé son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Elle a aussi réaffirmé son engagement dans la lutte contre les VSST en interne de l'organisation. Une femme sur 5 est victime de violences sexistes ou sexuelles au travail. Elles ont 24% de salaire en moins. Elles effectuent 73% des tâches domestiques. Elles occupent 80% des emplois à temps partiel et 15% des emplois de cadre. Elles représentent 54% des allocataires du RSA. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont encore bien réelles. Première étape. On nous voit encore comme des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc le métier, il n'est pas attractif, ni pour les jeunes, ni pour les hommes. Donc ce qui fait que chez nous, on est 182 salariés aide à domicile, agents à domicile, employés à domicile, et on a un homme. Et si on prend le cas d'une aide-soignante, elle va démarrer sa carrière, donc c'est un niveau 5, niveau CAP aujourd'hui, BEP, CAP. Elle va démarrer sa carrière à 1 500 €. Et si on prend le cas d'un métier comme par exemple un boucher, qui est un diplôme de niveau 5, il va démarrer sa carrière aux alentours de 1 990 €. Une aide-soignante, il lui faudra à peu près 20 ans pour avoir ce salaire-là. Les années où j'ai fait mes enfants et je suis partie de l'entreprise pour quelques mois, eh bien, ce sont des années où je n'ai pas eu d'augmentation de salaire, du tout. Alors que les années précédentes et les années suivantes, j'ai eu des augmentations de salaire équivalentes à celles des hommes dans l'entreprise. J'ai calculé que ça représentait environ 112 € la première année et 116 € donc la seconde fois, on va dire, hein, puisque j'ai fait 2 enfants. Heureusement que j'en ai fait 2, sinon je ne sais pas jusqu'où on serait allé. La parentalité reste au cœur des inégalités entre les femmes et les hommes. Et elle produit aussi des inégalités professionnelles, puisqu'on observe que c'est au moment de la maternité que s'effectue le décrochage des femmes en termes de salaire et d'évolution de carrière. Donc la CFDT a engagé aujourd'hui une réflexion sur le congé paternité et sur le congé parental. Alors les revendications de la CFDT concernant l'égalité professionnelle se sont construites au fil du temps sur 2 principes. 1, c'est un sujet transversal, l'égalité professionnelle, c'est partout, tout le temps. 2, pas d'égalité professionnelle sans égalité entre les femmes et les hommes tout court. Si on analyse un peu notre mode d'éducation, notre comportement, on réalise que l'inégalité, elle est aussi chez moi. J'ai 3 enfants, est-ce que j'ai élevé mes garçons et mes filles exactement de la même manière par rapport aux obligations ménagères? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis même sûre que j'ai pas été exactement pareil. Donc, dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Et dans l'organisation, c'est encore un peu la même chose. L'instauration de la mixité proportionnelle aux élections professionnelles dans les entreprises et dans la fonction publique est venue bousculer les équipes syndicales. Donc la mise en œuvre du plan d'action mixité de la CFDT est plus que jamais d'actualité. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsque l'on aborde la question de la prise de responsabilité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 1028 syndicats, il y a seulement 31% de femmes secrétaires générales. Ce nombre est supérieur à 50% dans seulement 2 champs fédéraux. Sur 13 unions régionales interprofessionnelles, il y a seulement 2 femmes secrétaires générales. Sur 15 fédérations, il y a seulement 4 femmes secrétaires générales. Et actuellement, au Bureau national, il y a seulement 14 femmes, dont 5 à la commission exécutive, sur 37 membres. Au congrès de Rennes, un pas supplémentaire a été franchi sur la place des femmes en responsabilité dans l'organisation. Le congrès a validé la parité stricte au Bureau national et à la commission exécutive.